Voilà, messieurs et dames, bonjour et bienvenue à votre émission Espace Impact. Espace Impact, une émission qui parle des vérités de l'ère ou l'actualité politique, voire même les sociales du peuple congolais. Aujourd'hui, sur ces plateaux, je ne serai pas seul, nous serons avec un activiste du mouvement citoyen. Donc, il est membre de la coordination des mouvements citoyens et associations. Il s'appelle tout simplement Golden Kalala, à qui je dis bonjour et bienvenue. Bonjour, Monsieur Patient Moivre. Je me rectifier dans la présentation. Oui. Je me présente ici dans cette émission comme analyste politique simplement. Oui. Et je ne rêvais pas ma casquette de membre de la coordination des mouvements citoyens. Aujourd'hui, dans les grands Katanga, Oui. Les grands Baobas des 4 provinces du Grand Katanga, ou qui étaient même les doyens de tous les gouverneurs de la République démocratique du Congo, je cite Richard Mouyej Mangenzmans, est tombé. Tombé dans quel sens? Il a été destitué par l'Assemblée provinciale depuis le week-end passé, et l'IGF a révélé que le gouverneur Mouyej a détourné 360 quelques millions de dollars américains qu'il a détourné, et aujourd'hui il est tombé. 11 députés ont voté pour son départ. Vous, en tant que coordination des mouvements citoyens, et surtout vous êtes dans les grands Katanga, et la chute de Mouyej, comment vous l'avez interprété et comment vous l'avez accueilli? C'est une bonne nouvelle ou bien cela peut créer encore la crise au niveau du Lualaba? Merci beaucoup, Monsieur Patient. Mais j'aimerais encore rectifier. Je n'interviens pas ici comme membre de la coordination des mouvements citoyens. Oui, en tant qu'analyste politique alors. Voilà, merci oui. beaucoup. Au fait, cette situation, elle est assez délicate. Et je pense que dans la manière de percevoir la politique nationale et au niveau du Grand Katanga, on peut se dire que c'est vraiment une désolation. D'apprendre que Mouyej a détourné beaucoup d'argent. C'est vraiment une désolation. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas respecté la procédure. Par qui? Par le gouverneur Mouyej ou bien l'Assemblée? J'ai déjà posé une question, je dois répondre à cette question. Alors, les gouverneurs sont l'émanation des assemblées provinciales. Oui. Et Mouyej, en tant que tel, avait quand même droit à un droit de réponse. Il avait quand même droit à présenter ses moyens de défense au sein de l'Assemblée qu'il a élue en tant que gouverneur. Donc, aujourd'hui, il est assez aberrant et indélicat qu'on puisse se baser sur un rapport de l'inspection générale des finances pour déchoir un gouverneur élu par une assemblée provinciale. En tout cas, je ne sais pas, dès ma mémoire vive de Congolais, dès ma mémoire vive de Louchois, je n'ai jamais vécu pareil scénario. Si ce n'est que dans ces pouvoirs dirigés par la Chilombi. Donc Mouyej qui est aujourd'hui bloqué à Kinshasa après plusieurs mois. On ne lui a pas donné le temps de présenter ses moyens de défense à l'institution qu'il a élue comme gouverneur de province. Alors, dans une autre mesure, je suis en train de percevoir cette histoire d'une autre façon. Attention. Comment ça? En décembre 2012. 2018. 2012. 12, oui. Peut-être nous, Congolais, nous avons une courte mémoire. Dans notre façon d'évoluer dans la coordination des mouvements citoyens, nous avons toujours prôné à ce que les dirigeants puissent être au service de la communauté et des populations. Oui, en 2012, c'était comment? Parce que vous entendez avec moi que c'est la population, c'est le peuple congolais qui est détenteur du pouvoir et qui l'octroie à un certain nombre d'individus pour qu'en fait, leur action politique puisse rendre l'appareil, c'est-à-dire rendre la censure, c'est-à-dire travailler au service, je m'excuse, de cette même population. Oui. En 2012, je reviens. Mouyej Mangenzmans Richard est ministre de l'Intérieur. Au niveau national. Il convoque le gouverneur de l'Équateur, Jean-Claude Baende, oui. à l'époque.
il appelle à Kinshasa, il le bloque. Sans aucun procès, sans aucune accusation qu'on pouvait remettre encore en discussion au niveau de l'Assemblée. Il a bloqué seulement comme ça. Il l'a bloqué et M. Jean-Claude Bayende a perdu son poste de gouverneur. Qui était ministre de l'Intérieur. Oui. Et voilà pourquoi, moi j'ai dit que c'est une histoire de karma. Le karma. Mais ça doit être des leçons. Ça doit être des leçons. Ça veut dire le pouvoir en place qui est venu avec une histoire que j'appelle toujours nébuleuse, l'union sacrée, ne devrait pas se servir des mauvais exemples du passé pour bâtir l'avenir de ces pays à multiples défis. Ce pays a besoin d'une rénovation et des personnes qui ont une vision de ramener le peuple à atteindre ses aspirations. Ça veut dire endiguer la pauvreté, disons même la misère, à supprimer la corruption, à impulser beaucoup plus les développements au niveau de la base pour permettre à ce que cette population puisse vivre comme une population qui détient la plus grande réserve de mines au niveau du continent africain et même au niveau du monde. Golden, quelques jours avant la décision de Mouyej, l'actuel ministre de l'Intérieur, Asselo, a dit que Mouyej est toujours gouverneur. Fifi n'a jamais été gouverneur intérimaire. Fifi est toujours vice-gouverneur. C'est pourquoi vous allez voir quand il signe toujours comme vice-gouverneur. Et quelques jours après, c'est l'Assemblée maintenant qui se jette sur le dossier du rapport de l'IGF pour les faire partir. Vous ne trouvez pas que peut-être cette histoire-là, il y a aussi la politique là-dedans? Puisque si on dit les ministres de l'Intérieur, on pouvait condamner Gilbert Kankonde, puisque dans les réseaux sociaux, tout le monde a chanté, c'est Kankonde qui a fait bloquer Mouyej. Maintenant, Asselo fait la déclaration et quelques jours après, Mouyej part. Il n'y a pas de politique derrière les ministères de l'Intérieur, comme Mouyej l'avait fait aussi à l'époque. Peut-être qu'il y avait la politique qui était entrée là-dedans. On appelle ça baratinage. En fait, toutes ces déclarations-là, ce n'était que des chapelets de bonnes intentions pour essayer d'apaiser la situation et venir placer les couteaux au moment où ça faisait beaucoup plus mal. Parce que, vous voyez, il y a eu une offensive médiatique qui avait été menée, j'espère bien par les concernés en question, le gouverneur Mouyej, et que en réponse à cela, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, devait intervenir pour apaiser la tempête, mais enfin enclencher les projets maléfiques qui avaient derrière sa détention à Kinshasa. Voyez-vous, donc ça veut dire, on s'est comporté un peu comme copiste du mal. On s'est dit, on vient, on le prend, on le maintient à Kinshasa. Depuis la conférence de gouverneurs, il n'est jamais rentré. Il n'est jamais rentré. Tout ça, ce n'est pas parce qu'il n'a pas voulu être dans l'union sacrée. Et quand on les bloque, on avance d'abord qu'il a quelquefois quitté le pays pour des raisons médicales. Et puis quand il fait pression pour qu'il revienne, on essaie d'apaiser la tempête. Et puis après, on vient avec un discours fallacieux pour asseoir et endormir les gens. Et au même moment, on est en train de courtiser quelques députés au niveau de l'Assemblée provinciale pour qu'ils essaient de déchoir un gouverneur qui a été élu en toute démocratie dans une assemblée. Et quand il est déchu, ce qui est stupéfiant, c'est le fait qu'il est déchu par justement un rapport de l'inspection générale des finances. Et vous pensez qu'au niveau du Lualaba, les Lualabés eux-mêmes sont impliqués aussi dans cette histoire, puisque certains pensent que c'est Fifi Masuka qui joue pour rester avec la province, et certaines personnes disent même que ce sont des Rwandais même qui se combattent. Le problème qui est là au sein de ce qu'on appelle l'union dite sacrée, c'est que toutes ces personnes qui ont mordu à cet hameçon veulent travailler pour plaire à un seul individu, le chef de l'État. C'est lui le visionnaire. Il est visionnaire, on n'en disconvient pas. Mais on ne dit pas que quand on est union sacrée, on est obligé de tout applaudir. Même les mâles, on est obligé de l'applaudir. Ça veut dire que le Congo n'est pas encore sorti de l'auberge. On est encore resté dans la même politique mobusienne où on est obligé d'applaudir même ce qui ne va pas. Quand l'autorité morale a parlé. Alors, ça veut dire que lui, et même celui dont on a décrié pendant autant de 18 ans, ils ne sont pas différents. Il est aussi autorité morale parce qu'il a besoin à ce que tout le monde qui a embrassé, je m'excuse, l'union sacrée puisse applaudir son action, positive ou négative.
Mais ça, ce n'est pas normal. Ce n'est même pas ça qu'on appelle l'état de droit. À moins que cette définition de l'état de droit soit dénaturée par nos amis udépétistes qui pensent que l'état de droit, c'est être là en train de chanter à la gloire et à la louange du chef de l'État. Il n'est pas un saint ange. Ça veut dire que quand il y a du mal, il faut le condamner, à juste titre. Et essayer de dire certaines vérités en face. Et j'apprécie beaucoup toutes ces autorités politiques qui sont au sein de l'Union sacrée, qui condamnent le mal qu'il y a dans l'Union sacrée, parce que c'est ça même qui va permettre, c'est que l'Union sacrée puisse avancer. Nous avons tous connu une certaine époque où la flatterie était le gage de beaucoup de politiciens qui pensaient que quand on chante la louange et la gloire d'un président de la République, c'est ce qui fait l'honneur. Non, mais maintenant que nous nous sommes déjà servis de ces erreurs du passé, je pense qu'il est temps maintenant qu'on puisse dire des vérités à un président qui a pris le pouvoir dans des moments assez délicats et dans des conditions assez exceptionnelles. Oui, quand vous dites qu'il y a certaines personnalités politiques qui sont dans l'Union sacrée, qui critiquent quand ça n'avance pas, là directement je vois ensemble de Moïse Katumbi, puisque les autres ils sont en train toujours d'apprécier le chef de l'État. Il y a qui ensemble jusque-là qui essayent un peu de faire les bras de fer avec les chefs de l'État. Comment vous trouvez déjà les relations entre ensemble et l'Union sacrée, puisque Moïse Katumbi a déjà fixé une ligne rouge? Dès que la loi est programmée, l'ensemble quitte l'Union sacrée. Et entre-temps, de l'autre côté, il y a un député d'ensemble, Adrien Poba, qui a aussi proposé, qui est en train déjà de récolter des signatures d'une pétition contre le président de l'Assemblée nationale. Là, on s'est dit que Moïse Katumbi, il fait tout pour faire tomber Mbosso parce que Mbosso est déterminé à faire passer la loi de père et de mère. Mais au fait, vous savez, au niveau de l'Assemblée nationale, il y a ce qu'on appelle les débats démocratiques. Nous avons tous vu de quelle manière Vital Kamerhe avait dirigé notre Assemblée nationale. Et je pense que c'était l'époque rose de cette Assemblée, de cette institution. Mais regardez, quand Vital Kamerhe est parti, on nous a ramené des militants. Bochab on n'était a pas le militant. professeur Bochab, je m'excuse, avec beaucoup de respect que je lui dois, je m'excuse. C'était vraiment un militant. Il a ramené son militantisme au niveau de l'Assemblée et il y a eu ce qu'on avait appelé, tout ce qu'on avait décrié, l'histoire des cartons rouges et tout. C'était à l'époque de Bochab et puis à l'époque de Minakou. Là, je peux me dire qu'on avait atteint le niveau le plus bas de notre Assemblée. Je m'excuse encore parce que lui, là, il s'affichait comme étant membre ou cadre du PPRD. Et Mabunda. Mais malheureusement, je me suis toujours posé la question. Cette Assemblée nationale, constituée de 500 députés, qui se disent être représentants du peuple, qui avait chassé Mabunda à l'époque, avec des griefs assez saugrenus, aux odeurs lugubres, népotisme, non-paiement de ceci, dictat. Mais aujourd'hui, ce qui s'est vu au niveau de l'Assemblée nationale, mais c'est encore beaucoup plus pire que quand c'était avec Mabunda. Mais c'est très grave. Et moi, je plains beaucoup plus la politique de l'Union sacrée parce que on est allé choisir une personne qui avait un esprit assez fébrile. Et on savait qu'il ne devait pas tenir devant une assemblée comme celle-là. On lui a choisi comme adjoint M. Kabunda Kabound, qui devait commencer à imposer sa loi. Ce n'est pas la première fois que Kabound soit adjoint. Mais alors, quand il était adjoint à l'époque de Mabunda, vous avez vu comment il s'est comporté. Mais aujourd'hui, quand vous voyez Mbosso, mais celui-là, c'est un président acquis à la cause de l'union sacrée du président de la République. Un président de la République qui vient faire la propagande, un président de l'Assemblée nationale, je m'excuse, qui vient faire la propagande, qui vient faire son militantisme de l'union sacrée au sein d'une institution démocratique qui représente le peuple congolais. Comment est-ce que vous voulez qu'on lui donne assez de sérieux? Il n'y a pas plus longtemps qu'avant-hier ou hier, où on l'a vu dans une manifestation politique, dans un état, je ne sais pas comment qualifier, j'ai dit encore en guillemets d'ivresse, en train de raconter des ragots, en train de faire du n'importe quoi, en train de dire ce qui ne devait pas être dit par un président de l'Assemblée nationale. Ok, je veux qu'on Mais comment est-ce que vous pouvez percevoir ces situations-là? Allons froidement et essayons de discuter des problèmes
qui concernent les peuples congolais, les problèmes cruciaux de la République. Pas au niveau des individus, parce qu'on est en train de se rendre compte que les individus, de la même manière qu'ils se succèdent, ils ont les mêmes problèmes, ils ont les mêmes lacunes. Tout ça parce qu'il veut aligner la loi sur la nationalité. C'est comme ça que les katumbistes disent qu'il est dictateur, il doit partir. Bon, puisque c'est initié par un katumbiste, ce n'est pas un secret. Au fait, on sait que c'est un katumbiste qui... En fait, j'ai suivi récemment sur le plateau d'un de vos confrères, Pero Louara, les députés nationaux, c'est comment Léon Nemba, oui. Papa Molière, oui. Qui était en train de dire qu'il va signer avec ses pieds et ses mains cette pétition qui consiste à destituer le président Mbosso au niveau de la tête de l'Assemblée nationale. Est-il de l'ensemble pour les changements, pour la République? Ça va, nous sommes en train d'évoluer. Il n'est pas, donc on doit refuser cette considération parce que même les députés de l'Union sacrée, dite Union sacrée, et même les députés de l'autre bord sont tous d'accord que les débats démocratiques au niveau de l'Assemblée nationale n'est plus privilégié. On est en train de considérer le président de cette institution comme étant un militant de l'UDPS, de l'Union sacrée, qui fait l'apologie du président de la République, alors qu'il devait être neutre pour engager de vrais débats au niveau de l'Assemblée, afin que le peuple congolais puisse retrouver son compte. Ok, Golden, aujourd'hui, la redevance minière, surtout particulièrement dans les grands Katanga, on ne comprend pas comment ça se gère. Qui prend l'argent de la redevance minière? Quand nous allons dans des villages, on trouve des villageois qui souffrent beaucoup. Mais à côté de ces villageois qui n'ont pas à manger, il y a une entreprise minière où on prend des millions de dollars chaque jour. Mais les villageois souffrent, ils n'ont pas de l'eau, ils n'ont pas d'hôpitaux, ils n'ont pas d'école. Ils sont là en train de souffrir comme ça. Les terrains, leurs terres où ils pouvaient faire des champs, on exploite cela pour avoir des minéraux. Qui prend l'argent de la redevance minière? Les Chinois qui exploitent les minéraux ne donnent pas l'argent à l'État congolais? Ou bien c'est le gouvernement de Kinshasa qui prend tout? Ou encore c'est au niveau de la province, on peut dire, comme vous êtes de Lubumbashi, c'est Kiaboula Kato qui prend tout l'argent, il met dans sa poche et la population est en train de souffrir? Ou encore il y a quelqu'un d'autre qui prend cet argent-là? Puisque la population se plaint chaque jour. Nous recevons des appels chaque jour. Nous ne savons pas, nous souffrons, l'eau est polluée, ceci, cela, on est malade. Il y a des naissances de malformations, comment on dit, congénitales, hein? Oui, à cause de nos minéraux qu'on exploite par les expatriés et l'argent de la redevance va où? Merci beaucoup, M. Passion. Vous savez, la question que vous soulevez aujourd'hui, c'est une question assez délicate. Et à travers cette émission, permettez-moi de rendre hommage à un activiste de la société civile, qui est M. Jeff Mbia. Oui, c'est un journaliste au même moment. Journaliste oui. Au même moment, exactement, comme nous autres. Il a fait une enquête et il a publié les résultats de son enquête. Chapeau bas à lui parce que nous sommes en train de nous rendre compte que le peuple congolais est en train de comprendre petit à petit les rôles qu'il doit jouer dans la gestion de la chose publique. Voyez-vous, la redevance minière, telle qu'elle est là, elle est parmi les acquis de la révision du code minier. Le code minier que nous avons, qui datait depuis 2002, en 2018, il a été révisé. Et dans cette révision, il y a cette redevance qui figure parmi les avantages. Mais dans la quotité, dans la quote-part de la répartition, il y a le gouvernement central, les sociétés minières qui évoluent. Je parle beaucoup plus du Katanga. Les sociétés minières qui évoluent dans les Katanga sont obligées de verser 50% directement de la redevance minière au gouvernement central. Écoutez-moi bien. Il y a 25% qui est versé directement dans les comptes du gouvernement provincial. Mais il y a également 15% attribués aux ETD, les entités territoriales décentralisées, les villes, les communes, les chefferies et tout ça. Et il y a également ce qu'on appelle 10% qu'on met dans les fonds de génération future. Oui.
On ne va pas beaucoup plus parler de 50% du gouvernement central. Mais au niveau provincial, il y a ce que nous sommes en train de décrier à tout moment. C'est l'opacité dans la gestion de cette redevance minière. L'allouement légal de cette taxe ou bien de ces fonds a été bien prescrit dans cette loi, a été bien circonscrit. Mais pourquoi cette confusion? Il a été bien dit que cette redevance minière devait aller impulser les projets de développement durable. Mais il y a des routes quand même, non? Les projets de développement communautaire. Attention, le gouvernement provincial, on voit ce que Kiaboulé est en train de faire. Il ne faudrait pas qu'on fasse une confusion par rapport à ça. Je me lève pour vous le dire. Les projets de développement durable et les projets de développement communautaire sont très bien spécifiés. Qu'est-ce que le législateur avait prévu? Au lieu de donner $1 à chaque citoyen qui vivait sur un espace exploitable, oui, on s'est dit que cet argent devait aller dans cette caisse-là. Et cet argent, on appelait ça redevance minière. Alors, au lieu qu'on donne à tous ces villageois ou bien à tous ces autochtones $1, on a prévu à ce qu'on puisse leur donner cette redevance. Et ces projets de développement communautaire sont connus. Mais aujourd'hui, avec cet argent de la redevance minière, au niveau de la province, parce que la destination de ces fonds est connue, que pouvons-nous dire, le gouvernement provincial, par rapport au projet de développement communautaire? Qu'est-ce qu'on a fait? Non. Combien d'écoles ont été construites? Mais je vous parle d'abord des routes quand même. Mais attention, c'est même par là qu'il vient la confusion. Parce que ces routes que vous voyez, qui sont exploitées par les sociétés minières, qui transportent assez des tonnes de matières premières qui sortent et qui viennent, ils payent ce qu'on appelle la taxe sur la taxe voirie. Et c'est ça qui réhabilite les routes. La taxe sur les concentrés. Mais ce sont les deux taxes qui ont permis à Moïse Katoumi de faire tout ce qu'on a vu sur la ville. Mais Kiaboula, peut-être jusque-là, il ne reçoit pas ça. Mais il ne reçoit pas ça comment? Parce que ça existe. Puisque ça, apparemment, quand on prend Kampemba, quand il prend Chaussée de Kassenga, où a-t-il dit qu'il n'a jamais perçu cet argent? Parce que il n'a pas dit ça. Existe. Il n'a pas dit ça. Je voulais dire ceci. Écoutez-moi, dans les rapports, s'il vous plaît. Dans les rapports ITIE. Que je termine d'abord ce que je voulais dire. Dans les rapports ITIE 2018, 2019, 2020, il a été bien dit l'argent qu'on a perçu pour cette redevance minière. La province, elle, qui a déclaré 226,8 millions de dollars. Mais le rapport ITIE lui-même, il dit c'est 286 millions de dollars. Mais ces 286 millions de dollars, regardez ce qui est fait dans la ville. Cet argent-là est détourné à faire autre chose, à beaucoup plus régler les problèmes politiques que les problèmes qui impactent les projets communautaires et le développement durable. Donc, ça veut dire que la province ne fait rien. Alors, aujourd'hui, on est là. On ne va pas dire que le gouvernement ne fait rien. Chapeau bas à lui, parce qu'il se félicite quand même du travail qu'il est en train de faire. Il se félicite. Ce n'est pas de la charité qu'il est en train de faire. On ne le félicite pas, mais ce n'est pas de la charité qu'il est en train de faire, parce que l'argent qu'on a mis à sa disposition, c'est l'argent du peuple congolais, du peuple katangais, du peuple louchois. Oui. Du peuple de l'Ikassi, des Kambov, des Kipushi, des Sakanya. C'est de l'argent de l'État qu'il est en train d'utiliser. Alors on ne doit pas commencer à se féliciter comme si on était en train de faire de le monde. Attention, il y a ce qu'on appelle la taxe voirie et la taxe sur le concentré. Donc, c'est-à-dire, vous voulez dire que pour la redevance, jusque-là, on ne sait pas où ça part. Mais je dis bien les ceci. Routes, il y a la région... alloués, je dis bien, les fonds alloués, légalement, il est bien dit, dans la révision du code minier, que cet argent-là devait être alloué à l'impulsion des projets. Et on ne voit pas ces projets-là. D'intérêt communautaire et du développement durable. Donc, on ne voit pas ces projets que Kiaboula Moi, je pose encore une question à l'opinion. Oui. Je dis, quelle est cette école qui a été construite par le gouvernement provincial? Du Haut-Katanga particulièrement. Et nous allons revenir à ce que j'ai entendu dire, à ce que j'ai lu. On appelle ça l'unicité budgétaire. Cet arbre qui cache la forêt. Parce que ce que les ETD font avec leurs 15% sont quand même visibles. Donc les ETD travaillent de plus que la province. Je n'ai pas dit ça. Non, vous dites que c'est visible. Écoutez-moi, je dis ceci. Il y a ce qu'on appelle l'unicité budgétaire. Cet arbre qui cache la forêt. Il cache la forêt de quelle manière? Les ETD sont en train de faire certaines actions
Et le gouvernement provincial vient se greffer derrière pour dire faire voilà. une inauguration. Il y a également le gouvernement provincial au niveau de la province qui essaye de faire quelque chose en matière de la construction des routes et nationales. Et le gouvernement provincial vient aussi se greffer derrière. Mais aujourd'hui, s'il y a une certaine transparence dans la gestion de cet argent, qu'on donne l'accès à tous ces acteurs de la société civile, à tous ces journalistes d'aller enquêter sur la destination de la redevance minière. Parce que cet argent-là, c'est l'argent des populations autochtones. Ces gens-là qui vivent, qui ont été longtemps pollués dans leur environnement par les sociétés minières. Ces gens-là qui ont été délogés par les entreprises minières, qui doivent vivre de cet argent-là. C'est leur argent en compensation. C'est ça même la redevance minière. Donc, mais aujourd'hui, dites-moi, le 25% que reçoit la province du Haut-Katanga, qu'est-ce qu'on a foutu? Ça va, la province est en train de suivre. Laissez-moi finir une minute. Oui. On est beaucoup plus dans la réflexion de routes déjà construites. Et moi, je suis en train... Moi, en fait, à un certain moment, j'apprécie parce qu'on dit, ah, voilà, il y a la qualité de routes construites, il y a des séparateurs et tout. Mais pourquoi est-ce qu'on va des réflexions en réhabilitation? Il doit y avoir des routes qui doivent être construites. Voilà pourquoi je suis en train d'appeler le cabinet du gouverneur Jacques Yaboula Katoué de pouvoir faire un travail de fond. Cet argent de la redevance minière revient aux populations autochtones et nous devons en jouir. Au lieu de commencer à détruire et reconstruire le boulevard Camagnola, allez voir d'autres routes qui doivent être construites. Parce qu'aujourd'hui, au niveau de la province, nous devons savoir, depuis que le gouverneur Jacques Yaboula Katoué est là, combien de kilomètres de routes ont été construites. Il a fait beaucoup, même à Kipouchi, il a fait beaucoup. J'ai dit combien de kilomètres de routes construites. Je n'ai pas parlé des kilomètres de routes réhabilitées. On ne parle pas de réhabilitation. Mais aujourd'hui, l'impact de cette réhabilitation, c'est toujours sur la voirie urbaine, ici à Lubumbashi. Vous êtes à Kipouchi? À Kipouchi, il a bien travaillé. On dit que les notables sont en train de les combattre, les notables de Kipouchi. Non, combien de routes ont été construites? On ne les combat pas. C'est même ça la communication abyssale de notre classe politique au niveau de la province, où on pense que quand on dit des vérités, on est en train de combattre le gouverneur de province. Non, l'opposition doit jouer les miroirs du pouvoir. C'est-à-dire, c'est l'opposition qui doit dire ce qui ne va pas pour permettre à ce que les gens qui sont au pouvoir, le gouvernement de pouvoir améliorer leur action. Jusqu'à présent, la communication du gouverneur avait promis qu'on devrait aller à Kipouchi. Je ne suis pas encore arrivé là pour voir. Jusqu'à ce qu'on va parler de l'amélioration de l'équipe de Lupopo. Wow. Alors. Donc, vous voulez nous dire que maintenant Lupopo risque d'entrer aussi dans l'histoire de la province? Nous devons éviter ce népotisme. Donc, vous voulez dire que les gouverneurs risquent maintenant de mettre les deux ensemble? Non, Lupopo et la province? Non, pas lui. Au niveau du commun mortel, on risque de commencer à débattre aussi sur ça comme bilan. Mais les bilans, nous devons les tester par rapport à ça. Les projets de développement communautaire, les projets de développement durable, le président de la République qui a prôné la gratuité de l'enseignement. Aujourd'hui, dans le Haut-Katanga, on a combien d'écoles de l'État? Par rapport à la redevance minière. Oui, combien d'écoles publiques on a construites? Combien d'écoles ont été construites sous fonds propres du gouvernement provincial? Toujours que nous avons. Combien des hôpitaux ont été construits sous fonds du gouvernement provincial? Combien de marchés publics? Nous devons nous poser ces questions. Même la rénovation du marché musée, là, ça revient aussi dans cette histoire. Mais regardez ce que les ZTD font. Ils construisent quand même des petites écoles là à côté. Mais des petites morgues aussi, on voit quand même. Alors, on peut dire chapeau bas, mais il y a aussi un problème parmi les faiblesses. Vous voyez, nous sommes dans une société assez atypique, où les politiciens nous ont fait croire que les élections qui valent beaucoup plus, ce sont les élections législatives et provinciales, législatives et présidentielles. Mais regardez, nous n'avons jamais de conseils communaux. Ces bourgmestres que vous voyez qui perçoivent la redevance minière, devant qui sont-ils redevables? Il n'y a pas de conseils communaux. Et si vous voyez tous les jours... Mais l'Assemblée provinciale les interpelle, non? Non, ils les interpellent à défaut. À défaut de l'institution
Et puis quand vous attendez les montants que les bourgmestres détournent, des millions. Des millions. Au Congo, tout se parle toujours en termes de millions. Pas seulement eux, parce que j'aimerais... Quand déjà un bourgmestre détourne des millions, pensez la province prend combien? Non, moi j'aimerais... Pensez la mairie prend combien? Non, moi j'aimerais un jour qu'on organise un débat assez fourni par rapport à ça, parce que j'ai des éléments. Oui, je vois les temps qui nous fait des faux. Je sens que c'est de tout ça qu'on devait même tourner. Peuvent me ramener à aller vous dire qu'est-ce qui se passe dans la commune annexe, par exemple. Avec Moussens. Par exemple. Moussens, lui aussi, on dit qu'il y a des millions là-bas. Alors, vous comprenez. Et quand Pemba Eric Luamba aussi n'en parle pas. Les éléments que j'ai... Surtout Moussens et Eric Luamba, les deux là, on dit qu'ils sont des millionnaires. Les éléments que j'ai peuvent me ramener aussi à Kampemba. Oui. Ils sont des millionnaires maintenant. Mais les éléments que j'ai aussi peuvent me ramener dans cette caisse de solidarité qu'on a mise. Combien ces communes qui engrangent assez de bénéfices versent dans cette compte, dans ces comptes plutôt, je m'excuse, dans ces comptes. Waouh, ça va. Golden, je vois que l'État nous fait défaut. L'État nous fait défaut. On sent que la matière, elle est là. Et il faut qu'on programme une autre émission. On doit faire une émission spéciale pour voir même les entités territoriales décentralisées. On doit voir les administrateurs des territoires. Mais les chefs coutumiers aussi perçoivent la redevance. Exactement. Ils font partie de ce qu'on appelle. Et vous voyez comment aujourd'hui les chefs coutumiers roulent des véhicules. Ils oublient même la tradition maintenant là. Oui. Ils ont oublié la tradition. Ils sont maintenant c'est les Français maintenant. Oui. Les langues locales, ils ont oublié ça. Puisqu'il y a maintenant des millions qui entrent. On doit aller là-bas. Je sens qu'il y a la matière là-bas et on va descendre avec vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Golden. Je vois qu'il n'y a pas moyen de toucher d'autres sujets. Non, il n'y a même pas moyen de conclure. Les temps. Si vous avez un message, ok. Concluez rapidement. Le message que nous devons transmettre à la classe politique congolaise, c'est qu'elle doit comprendre que le peuple congolais n'est pas assez dupe. Les expériences des élections que nous avons vécues en 2006, en 2011 et en 2018 sont des leçons que nous avons déjà tirées. Il faudrait qu'on évite de replonger le pays dans un prochain chaos planifié par une certaine classe politique. Il y a des débats qui s'élèvent aujourd'hui, même si on n'en a pas parlé, sur le glissement, sur le dialogue. Que l'Union sacrée aujourd'hui, que nos amis de l'UDPS ne se comportent pas comme des fervents copistes du FCC, qui veulent ramener la classe politique à un piège, à un fait accompli où on est obligé d'accepter M. Kadima à la tête de la CENI, ou si on le refuse, on va directement à un dialogue pour favoriser un certain glissement. 37 ans de pouvoir, 37 ans d'opposition plutôt ne peut pas nous ramener à de tels déboires. Ce pouvoir devait être un pouvoir exemplaire parce qu'il y a assez d'erreurs qui ont été commises pendant 32 ans, pendant 3 ans, pendant 18 ans. Et ces erreurs-là doivent servir de leçons à ces gouvernements, à ces pouvoirs en place, pour qu'on ne puisse pas faire vivre au pays le calvaire. Bref, dans tout ce que nous pouvons dire, nous demandons à nos amis warriors, le gouvernement de l'Union sacrée, de pouvoir améliorer leur gestion. Parce que jusque-là, le peuple ne fait que pleurer. Nous continuons à pleurer. Il y a les prix des denrées alimentaires qui continuent à grimper. Il y a les sociales de la population qui laissent à désirer. Alors, ça fait très mal. Alors, je dis quand même merci à vous, monsieur Patient Moivre, pour l'invitation. Je pense qu'on pourra encore se revoir dans d'autres occasions pour essayer de discuter sur des manières qui concernent la République. On va programmer une autre émission, surtout pour la redevance. Je veux qu'on entre là pour découvrir ce qui se passe là-bas. Ça serait un plaisir. Merci beaucoup aux fidèles téléspectateurs qui sont en train de nous suivre. Vous êtes nombreux à travers la République démocratique du Congo, pourquoi pas dans le monde, en Belgique, je ne sais pas, en Tanzanie, vous êtes en Côte d'Ivoire en train de nous suivre. C'était l'émission Espace Impact. Vous pouvez bien la resuivre sur YouTube ou bien en vous abonnant massivement. Vous pouvez encore liker notre chaîne, c'est Espace Impact TV. Vous entrez là-bas, vous pouvez suivre en intégralité et abonnez-vous massivement et cela nous fera énormément plaisir. C'était Golden Kalala que nous avons reçu sur ces plateaux d'Espace Impact. Merci à René Ntole pour la programmation, Jerry Nembalemba pour la coordination générale. Merci à vous tous et à la prochaine. Merci à Justin Odia pour la réalisation de cette émission. Bye et à la prochaine.